j'espère qu'il n'y aura pas de contestation, hein, et que le vote ne sera pas annulé. Donc on reste sur Athéna et on conclura sur Athéna. Et puis vous pourrez comme ça me poser des questions, hein, sur cette première approche, hein, des paradoxes qui font cette culture monde, donc, comme invention d'une modernité, donc en rupture avec le mythe. Et avec Athéna, en fait, on est entre le mythe et la modernité. Mais pourquoi la modernité? Parce que le Parthénon, le siècle de Périclès, va accoucher de quelque chose de complètement autre que ce rapport au mythe, d'une certaine manière, qui concurrencera le mythe. Mais avec donc Athéna, on est aussi en plein dans le mythe et en plein dans la tradition. Alors, côté tradition, donc, je vais déjà voir un petit peu, parce que je vais avoir du mal autrement à reprendre. Alors, côté tradition, vous avez une image en fait qui représente... Alors là, on n'est pas du tout dans la Grèce donc, de la modernité dont je voudrais vous parler, hein, mais on serait celle donc d'avant la crise, la Grèce traditionnelle. Donc les Athéniens, s'ils m'avaient entendu depuis le début, les Athéniens de la tradition, ils me diraient c'est du délire ce qu'il est en train de raconter sur la Grèce. Quel est ce rapport au monde? Qu'est-ce que cette ouverture à l'avenir? Et qui ferait d'ailleurs que si on est ouvert à l'avenir, on n'est plus du tout enraciné dans un lieu. Parce que pour les Grecs, il n'y avait pas de doute qu'ils étaient enracinés dans un lieu. C'est ce qui fondait d'ailleurs leur courage à la guerre, c'est-à-dire de pouvoir défendre leur terre jusqu'à la guerre. Parce que même si l'histoire va bien nous dire que comme le peuple juif, les Grecs n'étaient pas grecs de tout temps, au sens où la Grèce, comme n'importe quel lieu de notre planète, a connu des vagues de peuplement successives, hein, qui font qu'aucun peuple ne peut se dire autochtone, hein, au sens grec du terme, qui veut dire auto, hein, même, et tone de la terre même. Eh bien, les Grecs, eux, les Grecs de la tradition se disaient autochtones, et pas du tout ouverts à une culture monde qui suppose la non-autochtonie, hein, le cosmopolitisme ou la déterritorialisation. Donc, ils se disaient autochtones par rapport à ce gentil monsieur là que vous voyez, donc, qui n'est pas vraiment un homme, on dirait donc pas vraiment un grec, mais qui est déjà donc en partie grec et attaché donc à la terre. C'est ce qui justifie en fait son lien, on pourrait dire quasi physique et animal, hein, parce que c'est pareil. Donc les Grecs de la tradition ne comprendraient pas aussi pourquoi cette rupture dont je parle, hein, au sens de l'invention donc d'un monde, mais aussi d'un homme universel, suppose en fait un rapport à la culture qui implique aussi ce rapport à la culture que nous considérons comme les seuls êtres de culture. Ça c'est aujourd'hui que nous considérons comme les seuls êtres culture, puis que nous considérons que le monde vivant qui nous entoure, eh bien, nous y sommes attachés biologiquement parlant, hein, mais qu'en fait, il y a une rupture radicale entre ce monde auquel nous serions attachés, donc biologiquement parlant, hein, ce monde ou ce non-monde, justement, hein, ces êtres vivants, et nous-mêmes, en tant qu'êtres culturels, capables, donc, par la conscience, justement, de nous penser abstraitement en tant qu'hommes et de nous détacher, justement, de cette animalité vivante pour la penser à la distance justement, alors de ce qu'on pourrait dire un environnement tout autre. Eh bien, ce détachement que nous pouvons avoir en tant qu'hommes, mais au prix d'une séparation, donc c'est ça qui sera fondamental, entre la nature d'une part et la culture, c'est-à-dire nous inventorions en tant qu'être naturel, en tant qu'être culturel, en nous coupant radicalement de la notion de nature. Eh bien, ça, c'est aussi une invention. C'est-à-dire que les Grecs préfèrent... C'est là que ça va nous horrifier. Ils préfèrent dire que nous sommes liés à un serpent que d'être liés plus directement et intimement on verra donc à une femme dont les Grecs pourraient se dire effectivement biologiquement les descendants. Hein. C'est-à-dire que ce qui nous semble, nous, évident, hein, une rupture entre la nature et la culture, et qu'à la fois donc l'homme universel, autant au féminin, dans ce sens-là, donc qu'au masculin, la égalité, donc il se distingue complètement d'une nature animale. C'est une absurdité, enfin, ou c'est impensable avant cette crise de la culture monde, et c'est le cas donc pour les Grecs, mais c'est aussi le cas pour d'autres grandes civilisations donc de l'écriture, comme civilisation donc mésopotamienne et égyptienne.
Et on pourrait parler donc de peuples, de sociétés sans écriture, de peuples animistes ou totémistes, où c'est pareil, c'est avec des variations complètes dans les modes d'humanisation, mais avec cette identité par opposition à nous-mêmes, donc à notre culture monde, cette identité qu'il n'y a pas cette rupture qui nous semble naturelle, nous, entre culture et nature, justement, naturelle ou évidente, pour ne pas reprendre le mot nature. C'est-à-dire que pour nous, c'est évident que être homme en tant qu'être culturel, c'est être séparé d'une nature dont se distancie. Et si vous voulez, d'ailleurs, on pourrait dire, si on reprend toute l'histoire de l'humanité, que c'est donc très récent, cette culture monde, donc que pour la majeure partie des modes d'humanisation qui ont pu exister depuis les origines des origines, eh bien l'homme ne s'est pas jamais donc distingué absolument de l'animal. Ça reprendrait ce qu'on a travaillé avec comment dire, nos auditeurs de l'UEVA sur un autre miracle qui serait celui de Lascaux, où à Lascaux, où on a pu dire que l'homme s'inventait avant même le miracle grec, l'homme ne s'invente pas dans cette distanciation d'une nature, même si on a pu voir qu'un philosophe comme Bataille pouvait, lui, dire quelque chose de ce type-là, mais en fait, c'est avec les yeux, justement, de la Révolution grecque, avec ces yeux d'occidentaux, qui font que, pour nous, la séparation entre l'animal qu'on n'a pas donc, et l'homme est évidente. Cet être hybride qui est le premier grec, il ne choque pas du tout les Grecs, mais il les fonde même dans quelque chose de particulier, c'est leur lien intime à la terre même, parce qu'en fait, là, le serpent n'est pas choisi au hasard, c'est le serpent qui sort de la terre, c'est le serpent cnonien des profondeurs, et qui exprime et qui manifeste de manière symbolique. Aussi, nous, on est du côté de la raison, on n'est pas du côté du symbole, mais le symbole fait des ponts, exprime un lien donc intime, donc que les Grecs pensaient ou comment dire vivaient avec leur rite entre donc l'ordre de ce que nous on appellerait la nature, mais l'ordre de la terre, des êtres vivants qui l'habitent et des hommes qui eux-mêmes donc sont liés autant aux dieux, qu'à un espace, là on ne pourrait pas dire un territoire politique, c'est-à-dire qu'il y a une unité donc avant l'avènement donc de la culture monde, il y a une unité totale entre l'ordre, on dirait donc pas naturel, mais l'ordre cosmique, et donc l'ordre social, et donc dans cette unité entre l'ordre cosmique et l'ordre social, qui comprend autant donc le côté donc religieux que politique, eh bien vous n'avez pas de distinction entre nature et culture, et pas de distinction entre donc l'homme et l'animal. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir des dieux hybrides et des hommes aussi qui se pensent originaires de ces, descendants de ces hybridations, qui manifestent plutôt une continuité d'un ordre que nous avons donc séparé pour penser justement cette fameuse culture monde. Alors donc je reprends maintenant donc cette histoire pour conclure là-dessus, cette histoire d'Athéna, et vous allez voir ce qui se joue au niveau du féminin et du masculin, et de notre identité à ce moment-là démocratique qui va s'inventer donc en ouvrant la possibilité d'une identité par-delà les sexes, mais une identité abstraite. Selon le mythe, donc selon les mythes d'origine, le premier Athénien, donc que vous avez, qui a disparu, le premier Athénien, donc Éryctonios, est né sans mère. Donc on a cette première marginalisation là, du féminin. Il émerge de la terre, engendré par le seul sperme d'Héphaïstos, le dieu forgeron. Alors vous avez effectivement un mythe qui raconte comment donc Héphaïstos séduit donc par Athéna, qui, rassurons-nous, donc, va rester vierge, donc poursuit cette dernière, et en tentant donc de la violer, donc il lui échappe donc cette semence qui donc miraculeusement donc recueillie par la terre donnera donc ce premier Athénien.
Donc, en fait, donc, de l'union d'Héphaïstos, finalement, et de la terre même, mais donc en évacuant le rapport au féminin, puisque Athéna, finalement, reste vierge, et finalement, tout se passe donc en dehors de ce qui aurait pu être une implication plus directe au ventre féminin. Alors la suite de l'histoire, c'est qu'il est éduqué donc malgré tout par Athéna, mais qui est donc une figure plutôt masculine, puisque donc elle-même, en dehors du fait qu'elle est vierge, elle est elle-même donc née du cerveau de Zeus, c'est-à-dire que Zeus n'a pas eu besoin non plus d'Héra pour la mettre au monde. D'ailleurs, l'idée de monde n'aurait pas de sens. Donc elle naît toute armée du cerveau de Zeus, plutôt que du ventre d'une femme. Et on a donc une double exclusion du féminin pour penser l'origine. Et cette double exclusion, donc, à la fois donc, donne une identité aux Athéniens, une identité donc, qui exclut d'une certaine manière le féminin, dont finalement, bien sûr, contrairement donc aux Amazones, on imaginait qu'elle pouvait se passer d'hommes. Les Athéniens ne se passent pas de femmes, mais symboliquement, la chose devient possible au nom d'une continuité plus profonde entre l'ordre cosmique et l'ordre politique, la politique au sens démocratique. Donc on a ce paradoxe. La cité des Athéniens porte le nom d'une femme, donc la déesse Athéna, mais c'est pour mieux écarter les femmes du pouvoir et continuer de les subordonner à l'ordre du masculin, qui est un ordre de la continuité, une continuité traditionnelle, avec une reproduction donc dans la tradition grecque, une filiation qui passe par le masculin, par l'homme et pas par la femme. La femme est qu'une médiation, mais subordonnée donc à cet ordre masculin, qu'elle doit retransmettre à l'identique. C'est pour éviter donc cette ouverture au temps et au futur dont je vous parlais, qui est le risque de la démocratie. D'autant plus quand d'autant plus si les femmes se mettaient également à voter. Donc, alors c'est ce qu'on va voir quand même au siècle de Périclès. Il y a une petite ouverture vers cela, mais on sait bien que la démocratie athénienne excluait, n'incluait pas l'homme, le citoyen universel, cosmopolite, mais était réservé, excluait autant les esclaves, les étrangers que les femmes. Selon les mythes, le premier Athénien, donc Éryctonios, donc ça je l'ai déjà dit, donc, est né sans mère, donc il émerge de la terre engendré par le seul sperme d'Héphaïstos de forgeron. Mais Athéna, cette paradoxale mère d'Éryctonios, c'est l'intelligence masculine, elle sort du cerveau de Zeus, c'est la métisse de Zeus, sa ruse, symboliquement qui se dédouble de lui-même, de son propre cerveau, qui devient donc le principe fondateur, qui se substitue donc au ventre maternel, pourtant premier biologiquement. Alors, pour terminer sur cette petite note qui annonce donc, ce qui se passera bien plus tard avec le développement de l'idée démocratique, c'est que la loi de Périclès, donc en 451 avant Jésus-Christ, réintroduit les femmes au cœur de la cité en obligeant le citoyen à une double filiation donc, citoyenne, par le père et par la mère. Car si les athéniennes n'existent pas, il n'y a pas en grec de féminin à athénien. C'est les Athéniens, avec ce paradoxe que ça renvoie à une déesse féminine, mais on dit les Athéniens. Il y aura bien donc un mot pour citoyenne. Voilà. Mais il faudra attendre l'histoire, la suite de l'histoire européenne et les multiples avatars de la démocratie, donc dédoublement et endoublement de la démocratie, pour que cet espace abstrait de l'égalité soit aussi ouvert au féminin. Faisant abstraction justement du sexe biologique et concret et d'une position justement territorialement entre guillemets déterminée. Voilà. Alors voilà, plein d'autres choses